Et coucou Christophe. Salut Dorit, bonjour à tous. J'adore. Comment tu vas? Ça va très bien. L'année commence très bien pour l'instant. C'est vrai? Pourquoi? Il y a une raison spéciale? Non, rien, je rentre de vacances au soleil et il fait un temps pourri à Paris, mais je suis de bonne humeur, donc tout va bien. Le Panama. Exactement, j'étais en vacances au Panama, j'ai de la chance. Ça va la vie. Hein. Non, mon fils, on s'est fait un peu disputer parce qu'il a dit caca boudin à l'intervenante de musique. Il lui a dit bonjour caca. Alors donc du coup il a été convoqué dans le bureau de la directrice à la maternelle là. Donc je me suis fait disputer en rentrant, en allant le chercher en fin de journée. L'instituteur me dit donc finalement ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit que ça allait bien. En fait, Mais en fait le Panama. c'est une catastrophe en fait. Mais c'est ça la vie de papa en fait, voilà. Bah ouais, mais on va grave en parler justement. Mais putain, quel parcours hyper inspirant. La GPA, enfin. Et puis là, Valentin est là et il a 5 ans, ouais. Majoritairement, c'est quand même que du bonheur pour toi et Ghislain. Oui. Ghislain, c'est majoritairement que du bonheur. On va en parler. Oui. Moi, je suis trop fière que tu sois là parce que t'es un symbole LGBT+. T'es un symbole aussi dans la télé, en infiltration, j'ai envie de dire. C'est ça. Non, mais pour toutes les valeurs qui y sont rattachées, parce que et tu l'as si bien dit, t'as parlé notamment d'une expérience à Canal+, où t'es pas, voilà, c'est pas la plus notable dans ta carrière, hein, on est d'accord, mais où il y a pas eu beaucoup de tolérance par rapport à toi. On va dire que c'est pas, oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire à l'époque, Canal, bon, c'est un peu différent aujourd'hui, mais avait une image très moderne, etc. Et au final, j'y ai passé 2 ans, il y a longtemps maintenant, ça devait être en 2006, je crois, dans ces eaux-là, donc ça va presque faire 20 ans, t'imagines. J'y ai passé 2 ans, et c'est vrai que on m'a fait des réflexions de ne pas parler de mon homosexualité à l'antenne pour pas passer pour le PD de service entre guillemets et on m'a fait des remarques qu'on n'avait jamais fait dans le groupe TF1 où j'avais travaillé auparavant, alors que je travaillais dans le groupe TF1 et parallèlement aussi je présentais sur Pink TV qui était la première chaîne gay en France, donc ça remonte à 2004. Et c'est vrai que c'est assez étrange. En télé, j'ai jamais vraiment eu cette problématique. On m'a jamais fait de remarques. Certains de mes collègues, on leur en a fait. Moi, j'ai des potes qui m'ont dit tu peux pas parler de ton homosexualité avec ton profil ménagère. Donc, on parle de téléspectateurs, le profil ménagère. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les FRDA, femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est les structures de public pour la publicité, pour les annonceurs. Et fichier, quoi. Et exactement, on est en tout cas on est rangé dans des cases, etc. Mais moi, j'ai toujours pensé exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que c'est en étant soi-même que les gens s'attachent à vous et y compris la FRDA de moins de 50 ans, je pense qu'elle s'en fout complètement de savoir si tu es homo ou pas homo. Je pense que ce que les gens ont envie en tant que téléspectateurs, c'est que la personne qui leur parle à l'antenne soit elle-même, soit porteuse de valeurs et un discours public qui correspond à ce qu'elle est profondément. Je pense que dès lors qu'on fabrique quelque chose pour essayer de plaire, donc on fait croire par exemple qu'on est hétérosexuel pour être le gendre idéal et être sûr de plaire au plus de monde possible, je pense que c'est pas comme ça que tu construis une relation avec le public. Donc moi j'ai toujours fait le contraire et jusqu'à maintenant ça m'a plutôt servi. Donc voilà, pourvu que ça dure. C'est grave stylé. Non mais c'est hyper inspirant parce que tu vois, pour toi t'en parles comme une évidence, mais il y a plein de gens qui en souffrent dans le monde du travail de se sentir stigmatisés. Bien sûr. Et ils restent parce que ils ont une ambition de carrière ou quoi. Surtout dans la télé, les places elles sont archi chères. Et archi chères, c'est dur à ça. Ouais, mais dans plein de boîtes c'est comme ça. Ouais, mais pour toi ça a quand même été plutôt une évidence de dire ouais, on me respecte pas en tant que personne. Il y a pas de souci, je m'en vais. Je me suis jamais posé la question en fait. C'est-à-dire que pour moi c'était une sorte de package. C'est comme ça, point. Mais c'est aussi lié au fait que moi je suis arrivé en stage à LCI, j'avais 22 ans en 1999, donc au siècle dernier. Ça nous rajeunit pas. J'ai pas 99, j'ai pas le détail. Je suis arrivé en stage à LCI et j'avais 22 ans et moi j'imaginais que je me posais même pas la question. Je me dis bon, c'est le monde de la télé donc il y a pas de problème. Et donc j'y suis arrivé totalement naturellement en parlant, pas en arrivant avec un drapeau LGBT, en parlant sans arrêt, mais de temps en temps dans la conversation, je faisais une blague, ça. Et en fait, avec le recul, j'ai appris après que plusieurs personnes qui étaient homo dans la rédaction, qui n'avaient jamais fait leur coming out, ont été finalement soulagé de voir un jeune mec arriver avec toute son innocence en quelque sorte, et ça a débloqué beaucoup de choses au sein de la rédaction et plein de gens se sont dit ah on peut en parler, tout le monde s'en fout en fait, c'est pas grave. Et je pense que ça peut se passer comme ça dans beaucoup de boîtes. Alors il y a des entreprises dans le monde du travail où tu vas être rejeté, ça je dis pas que ça n'existe pas, mais très souvent on rajoute on fait de l'autocensure en fait, on fait un peu trop de zèle, on se dit ah on va mal me juger, ça se passe souvent
beaucoup mieux que ça. Alors, ça se passe pas toujours comme ça, et j'interviens d'ailleurs régulièrement dans des entreprises justement pour parler de ces questions-là, de la prise de parole, de pourquoi c'est important de faire son coming out, y compris dans le monde de l'entreprise, que ça n'est pas quelque chose qui parle de votre vie privée en fait, que ça va au-delà de tout ça. Et je me rends compte que dès lors qu'on prend la parole, qu'on ouvre le dialogue, les choses se passent finalement beaucoup mieux que ce qu'on peut craindre. Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi, je bois tes paroles. Pour sourcer un petit peu tout ça, t'as 76% des salariés qui cachent le fait d'être LGBT+ au travail, et t'as 13% qui mentent et qui se prétendent hétéros. Ouais. Et c'est terrible, et en grande partie, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que ils pensent vraiment qu'ils vont être placardisés. Alors ça arrive, hélas. Hein. Et ça arrive, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve ce que tu fais, ce que t'incarnes, au-delà d'être vraiment un animateur, pour moi personnellement, je trouve hyper inspirant, parce que je t'ai vu animer dans les associations ou les soirées où j'étais et où t'animais. Je me disais, mais le mec, ça. C'est le gala du refuge, ou ce genre de choses. Le gala du refuge, partage, le fonds de dotation partage. Au-delà d'être un animateur hyper inspirant, je trouve que vraiment t'incarnes une représentation, mais vraiment hyper nécessaire, des personnes LGBT+ dans l'affirmation de soi. Mais tout ça, on va en parler. Oui, on va en parler. Vas-y, je te laisse me guider. Vas-y. Si je te présentais. Vas-y. On a déjà un peu commencé, désolé. On a un peu commencé, mais t'as quand même une grande carrière. J'ai pas tout cité. Parce que je suis très âgé, en fait. Elle fait quand même déjà tout ça. C'est pas mal. Très vieille chose. Mais non. T'as quel âge, toi, déjà? Je viens d'avoir 48. Putain, tu les fais pas du tout. Ah, mais je les ai, ça. Ah ouais, tu les fais pas du tout. C'est bien, on me confirme. Non, ça va. Merci, c'est gentil. Mais tu portes très bien ton nom de famille, je te jure. Beaugrand, tu portes très bien. On va te présenter, du coup, donc tu es animateur télé, acteur, chroniqueur. Oui, alors acteur, non, j'ai fait un guest dans un épisode des Mystères de l'amour. Alors autant te dire que je jouais le majordome fantôme lors du mariage d'Hélène. Alors rien fait à part ça du tout? Non, si j'ai fait un guest une fois, j'ai joué mon propre rôle dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Ouais, c'est ça que j'avais vu, mais c'est vrai. Avec Mimi Mati. Ouais. Donc non, après je ne dis pas qu'un jour peut-être Laurent Ruquier passe son temps à me dire un jour je suis sûr que tu y viendras faire du théâtre, mais bon, pour l'instant non, je pense que je suis pas encore prêt, mais non, je me considère pas du tout comme comédien, j'ai fait des guests pour rigoler. Mais sinon non, mon rêve gamin, c'était d'être animateur et journaliste, et j'ai la chance d'avoir réalisé ce rêve-là. C'est trop stylé. Ah, mais le théâtre, ça sera peut-être l'occasion d'en parler avec Virginie Guillaume. Je l'adore. Elle fait du théâtre. Et elle est passée vraiment de la télé au théâtre, et ça a changé sa vie. Je l'ai interviewée. Elle a dit vraiment, même personnellement, elle a débloqué plein de trucs. Mais ça sera trop bien que vous vous rencontriez. Pour une pièce, peut-être. Mais on sait. Mais la vie est longue, de fou. Donc, mon Christophe, on t'a vu sur TF1 à l'animation de Secret Story, de Ninja Warrior, dans Le Grand Bêtisier aussi. On t'a vu sur LCI, effectivement, donc 99, début de carrière à l'animation de La Matinale, puis en tant que chroniqueur dans Bonjour, la matinale de TF1. T'as aussi une longue histoire d'amour avec RTL. Ouais. En animation radio, t'es aussi ultra engagé dans l'associative. Finalement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Exactement. Gala du refuge, fonds de dotation partage. Tu donnes de ton temps. Comme ça, tu t'animes. C'est la moindre des choses, ouais. Bon, c'est pas... Tout le monde le fait pas, mais pour moi c'est une évidence, c'est cohérent par rapport à mes combats. Ouais. C'est archi inspirant. Donc bénévolement, effectivement, tu fais ça avec le refuge depuis, je crois, historiquement, c'est la première. Oui, ça doit faire 13 ou 14 ans, je pense, que je soutiens le refuge. Je suis un des ambassadeurs ce qui est devenu une fondation, une association au début quand j'ai commencé à contribuer au refuge, et maintenant c'est une fondation d'utilité publique. Ouais, de fou, qui héberge et qui accompagne les jeunes LGBT+ qui sont mis à la rue par leur famille. Exactement. Donc des engagements qui ne datent pas d'hier. En 2021, tu publies ton livre Fils à papa. Papa avec avec un S, parce qu'il y a deux papas. Parce qu'il y a deux papas. Aux éditions Plomb. Et en 2015, tu fais la une de Têtu et tu dis être gay et fier à la télé. Ça a toujours été une évidence pour toi d'assumer ton identité en télé dès le départ de ta carrière. En télé et même hors antenne, je me suis jamais imaginé m'inventer autre chose que moi-même, et je me suis toujours dit, ça c'est une histoire de caractère. Je me suis toujours dit, voilà, je suis comme ça, donc on prend ou on prend pas, mais c'est comme ça en fait. Ça fait partie du personnage, ça fait partie du bonhomme. Et il se trouve que en 99, donc j'ai commencé ma carrière à la télé, mais j'étais journaliste hors antenne, donc on ne me voyait pas à l'image. J'ai commencé à faire quelques remplacements de JT à LCI à l'époque où il y avait les journaux la nuit entre 1h et 6h du matin. Donc à part ma grand-mère et 3 personnes en Guadeloupe avec le décalage horaire, honnêtement personne ne me regardait. Alors si, quand je suis allé en vacances en Guadeloupe, on me reconnaissait parce que les gens regardaient beaucoup LCI avec le décalage. Ah ouais. J'étais en prime time avec le décalage horaire, tu vois, mais en métropole c'était à 3h du mat, donc j'étais peu regardé.
regardé. Mais j'ai appris comme ça mon métier. J'ai commencé à l'antenne, j'avais 23-24 ans. Et ensuite, au moment où on va dire qu'on s'est mis un peu plus à parler de moi, où je me suis mis à exister un peu plus publiquement, c'est au moment où je faisais en parallèle les JT sur LCI et la quotidienne de Pink TV. Là, j'avais 26-27 ans. Et là, j'ai commencé à faire des interviews. Avant, je n'en avais jamais fait parce que j'étais pas très connu, donc il n'y avait pas lieu de faire des interviews. Et là, dès lors, comme je faisais Pink TV, j'ai été tout de suite identifié comme étant un des premiers présentateurs gays pour la première chaîne gay du PAF, avec ma coprésentatrice qui s'appelle Marie Laborie, qui a travaillé longtemps sur Arte, qui est sur France Culture aujourd'hui. Et du coup, nous, on s'est assumés tous les deux comme deux jeunes journalistes, animateurs, gays et lesbiens, voilà. Et la question s'est pas posée, ça a été comme ça, c'est arrivé en même temps. Donc, j'ai pas vraiment fait de coming out télévisuel, puisque dès lors qu'on s'est mis à me parler de moi, j'étais homo. Voilà, donc ça faisait partie du personnage dès le début. Donc ensuite, voilà, j'ai continué ma carrière et j'ai essayé de mettre mon image au service de ce qui pour moi est une cause, cette visibilité-là, qui m'a manqué quand j'étais gamin, parce que moi j'ai mon enfance, c'est fin des années 80, mon adolescence, fin des années 80, début des années 90, et l'homosexualité, on n'en parlait pas du tout. C'était des blagues, c'était le film Pédale douce, qui était très caricatural, et on n'avait pas de vraie image. Je sais pas si tu te rappelles, c'était Gérard de la salle de gym dans Les filles d'à côté, qui était très efféminé, voilà. Et il y avait aucune référence pour le public, pour les jeunes. Et je me suis dit, si jamais avec la notoriété petite que j'avais, qui a un peu grandi au fur et à mesure, si jamais je peux aider quelques jeunes à se dire, bah, je peux trouver ma place dans la société en étant homo, c'est formidable. Mais c'est trop bien parce que vraiment, dès le départ, t'as milité, on en parlait un peu pour ouvrir l'interview, enfin militer sans vraiment le faire, mais psychologiquement, sur le fait de ne pas porter de masque dans ce que tu faisais. Exactement. Et rien que ça, vraiment, dans le milieu télévisuel, je trouve ça archi inspirant, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Coming out professionnel, maintenant coming out personnel. Oui. Et familial. Ah, ça, c'est toujours une autre question. On a commencé un petit peu à parler de ton milieu familial, on va continuer. T'en as parlé pour Télé Loisirs. T'as dit, en apprenant que j'étais homo, mon grand-père m'a chassé de la maison et ne m'a plus adressé la parole, y compris aux obsèques de mon père. Très violent. Tu dis que ta mère t'a dit, il ne faut pas sortir du droit chemin. Puis ensuite, elle est allée voir un psy. Ça l'a rassurée et elle t'a soutenue. À ce moment-là, t'as 20 ans. Comment tu le vis, ce coming out, de tous les côtés, ta mère Alors, c'est assez marrant parce que il y a pas vraiment eu de coming out. C'est-à-dire que c'est ma mère qui s'en est rendu compte en tombant sur une carte postale que m'avait envoyée un mec avec qui j'ai eu un coup de cœur, et pour Cyril, s'il se reconnaîtra peut-être. Oh, t'as été outé comme ça. Et en fait, elle est venue me voir un soir sans vraiment m'en parler. Mais j'ai compris elle avait laissé la carte postale sur mon bureau. Je me suis dit, oh merde. C'était pas dans une enveloppe, quoi. C'était la carte postale. Donc elle était tombée dessus, vraiment sans faire exprès. Et elle m'avait dit, il ne faut pas s'écarter du droit chemin. Puis j'ai senti très perturbé. Puis après, elle est partie de la chambre et j'ai dit, oh merde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quelques mois après, elle est revenue me voir en me disant, on t'aime comme tu es. Il y a aucun souci. Et j'ai appris après qu'elle était allée voir une psy pour, éviter d'être maladroite avec moi, pour que je me sente bien, pour pas qu'elle commette d'impair. Et ça, c'est une preuve d'amour extraordinaire. Donc en fait, c'est ma mère qui m'a plutôt fait le coming out à ma place, en quelque sorte. Et après, avec mon grand-père, je l'ai pas vraiment dit non plus, mais ça devait se savoir dans la famille. Et ma grand-mère était au courant. Et il se trouve que j'ai habité chez mes grands-parents qui habitaient à Bordeaux, parce que j'étais étudiant à l'école de journalisme de Bordeaux. Et il y avait un petit appartement au fond du jardin, une petite cabane à part où j'étais étudiant, et je vivais là, et mon grand-père m'a foutu dehors en disant que j'étais la honte de la famille, etc., etc. Mais ce qui est formidable à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une espèce de regroupement de toute la famille pour me soutenir. Donc c'est lui qui s'est retrouvé complètement mis de côté. Après, bon voilà, ça a été c'est quelqu'un qui m'a jamais pu adresser la parole, effectivement, aux obsèques de mon papa, parce que mon père est mort jeune d'un cancer. Je suis allé le chercher à la gare. Mon père est mort, il s'est fait enterrer en région parisienne. Je suis venu le chercher à la gare. J'étais accompagné de mon cousin. Il a dit bonjour à mon cousin, qui est de l'autre partie de la famille. Donc c'est même pas, il n'y a pas de lien familial avec ce garçon. Et il ne m'a pas adressé la parole. Il a embrassé mon cousin. Il m'a dit, ah, quelle tristesse. Puis il s'est assis à l'arrière de la voiture. Et puis, c'est ouf. Voilà. Et il m'a jamais reparlé. Donc on s'est jamais reparlé. Et puis voilà. T'en souffres? Non.
Non, non, c'est con pour lui surtout. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas anodin si aujourd'hui je soutiens le refuge, parce que je sais ce que c'est que ce rejet familial. J'ai la chance d'avoir, à l'inverse, été soutenu par le reste de la famille, donc j'ai jamais été exclu de la famille. Mais il peut arriver, et c'est le cas chez les jeunes qui sont accueillis dans le refuge, que plus aucun membre de la famille ne leur adresse la parole et que les gens fassent une croix sur leur enfant complètement. Et ça me semble surréaliste. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et puis c'est important d'essayer de soutenir ces jeunes-là qui se retrouvent non seulement avec la peur d'être rejetés par la société, par leurs amis, s'ils font leur coming out, ils peuvent leurs amis au collège, à l'école, et ça, au lycée, ils peuvent être rejetés, mais par leur propre famille aussi. Généralement, ta propre famille, c'est le dernier soutien que tu peux avoir. C'est-à-dire que le racisme, c'est terrible. Mais le racisme, tu vas pas être rejeté par ta propre famille, qui a la même couleur de peau que toi. Là, quand tu te rends compte que tu es homosexuel, là, t'as l'idée d'une espèce de solitude complète et tu te dis, tout le monde peut me rejeter. La société, mes amis, même ceux qui m'aiment depuis ma naissance, ma propre famille. C'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre, et notamment quand j'interviens dans les entreprises, pour dire, rendez-vous compte de ce sentiment d'exclusion qu'on peut avoir intégré au plus profond de soi dès son enfance, et cette peur justement d'être rejeté. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur d'en parler dans le monde de l'entreprise notamment, parce qu'ils se disent, ils ont intégré pendant toute leur vie le risque d'avoir ce rejet, le risque d'avoir cette exclusion, la difficulté parfois ne serait-ce que de trouver un logement, trouver un appartement. Avec une agence aujourd'hui, il y a plus trop de problèmes, mais quand on regarde en particulier, t'oses pas arriver à 2 mecs ou à 2 nanas parfois, parce que tu te dis le gars va me faire une réflexion. Même quand tu pars en vacances, dans certains hôtels, on va te dire alors je suis embêté, on n'a pas mis 2 lits. Non, on a un seul lit, y a pas de problème, on est ensemble. Mais tu vois, et ce rejet-là, il est très récurrent dans la société, et c'est pour ça que je prends la parole. C'est aussi pour ça, pour essayer de, j'aime pas le mot de normaliser les choses avec un grand guillemets, parce que la normalité c'est pas le bon mot, mais enfin, de banaliser en tout cas nos couples, ce qu'on est, et pour dire que ça fait partie de la société, qu'il y a pas de souci et que tout va bien en fait. Ah, mais décrisper les choses. Ouais, grave, mais il y a plein de lesbiennes qui se font passer pour des sœurs, des bien sûr, qui se font passer pour des frères pour louer des apparts. Pour louer des apparts, c'est tellement vrai ce que tu dis. Parce que les gens me disent mais après vous êtes pas vraiment rejeté, c'est pas vrai. Alors ça veut pas dire qu'on se fait casser la gueule et traiter de pédé dans tous les coins de rue. C'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est beaucoup plus pernicieux. Ça peut être les vacances à l'appartement, ça peut être plein de remarques. C'est le sentiment de devoir se travestir dans son identité en fait. En tout cas la peur que si tu te présentes comme tu es, ça peut être un motif de problème, ça peut poser problème. Il y a des représailles, il y a un préjudice, ça c'est terrible. Et si je comprends bien, toi t'as pas eu réellement de coming out, c'est un concours de circonstances. Exactement. La postale précisée. Tu vois, je ne suis pas très courageux. Non, le vrai coming out que j'ai fait, c'était auprès de ma cousine quand j'avais 15-16 ans. C'est super, parce que tu vois, ma question, celle que je me pose vraiment en t'écoutant, c'est est-ce que après t'es pas médium pour lire les mondes parallèles, tu vois ce qui aurait pu se passer, ce qu'on aurait pu faire, mais est-ce que tu penses que aussitôt tu l'aurais annoncé à ta famille que t'es gay, et surtout comment? Parce que les personnes qui nous écoutent et peut-être se disent putain mais je sais pas comment faire. Ah mais c'est pas facile, évidemment c'est pas facile. Comment par exemple tu peux nous parler de comment t'avais avec ta cousine? Alors avec ma cousine, elle a le même âge que moi, on est très proches, c'est ma cousine Germaine, on passait très souvent nos vacances ensemble, et je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, on était en vacances ensemble, et j'en ai parlé, et elle s'en foutait, enfin tu vois, elle m'a dit alors c'est quoi le problème? Tu lui as présenté ça comment? Je lui ai dit je crois que je préfère les mecs. Comme ça. Voilà, mais avec ma cousine, on avait un rapport amical. C'est pas la même chose que de le dire à un aîné, tu vois, un oncle, une tante, un père, une mère. Moi, je dis toujours, beaucoup de jeunes me posent la question parce qu'on m'envoie beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, etc. Moi, je leur dis, ne vous forcez pas. Si jamais vous n'êtes pas prêt à faire ce coming out, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction, on n'est pas obligé de faire son coming out quand on a 17 ans auprès de sa famille, tout va bien. Si jamais tu sens que tes parents vont très mal le vivre ou le prendre, si tu sais que tes parents ont un problème avec ça, te presse pas, tout va bien. Fais-le quand tu le sentiras, quand tu auras envie. Parfois, il y a des gens qui préfèrent faire leur coming out quand ils ont trouvé un équilibre de couple, parce qu'ils se disent que ça passe mieux en disant c'est pas j'aime les garçons, où là le père ou la mère peuvent s'imaginer des trucs. Là c'est quand ça devient réel, quand il y a quelqu'un de dire je te présente mon mec, ma nana, ça.
ça, il y a quelque chose peut-être qui est un peu moins difficile pour passer ce cap. C'est très personnel. Je pense que chacun peut-être a sa configuration idéale. En tout cas, ce qui est sûr, son rythme idéal. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait son coming out, j'ai envie de dire que toute la crainte qu'on a, ce poids qu'on a, ça libère. On le met sur les épaules de nos parents. Et après, ils se démerdent, hein. Chacun. Un psy, tiens, comme ta mère. Exactement. Et après, c'est chacun sa merde, entre guillemets. Ouais. Mais après, c'est au travail du parent de faire sa propre remise en question pour accepter son enfant tel qu'il est et pas tel qu'on aurait voulu peut-être qu'il soit. Non, mais tout part de là réellement. Ouais. De pas vouloir contrôler la vie de son gosse. Exactement. De pas lui imposer des schémas de vie qu'on a imaginés pour lui, mais pour tout, pour l'identité de genre, pour les études, pour plein de choses, bien sûr. Ce libre arbitre, il est hyper important pour construire soi-même son chemin de vie. Construire, simplement comprendre que son enfant est autrui, quoi. Voilà, c'est quelqu'un d'autre et il a des envies différentes, des goûts différents, potentiellement effectivement des inclinaisons sexuelles différentes et tout va bien, c'est pas grave. Le principal, c'est effectivement que ton enfant soit heureux. Moi aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 5 ans, j'ai du mal à comprendre comment on peut rejeter son enfant qu'on a aimé au profond de soi. Ça me dépasse. Donc oui, bien sûr qu'il faut accepter son enfant tel qu'il est. Il faut tenter évidemment de lui donner toutes les armes pour être équilibré dans la vie et faire les bons choix, qu'il ne commette pas d'erreurs. Mais être homosexuel, c'est pas une erreur. Tomber dans la drogue, c'est une erreur. Ouais. Mais voilà, ou j'en sais rien, tu vois. C'est pas un choix, c'est important de le dire. Il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est ton choix. Non, ça s'impose à nous. Ça, c'est ce que j'explique parce que je fais des interventions avec mon mec aussi, avec Ghislain, dans des collèges ou des lycées régulièrement. Et c'est assez drôle ce que tu dis parce que on commence souvent les interventions comme ça, en disant aux élèves, à votre avis, qui dans la classe pense que c'est un choix? Et t'en as à peu près la moitié qui lève la main. Et donc là, je leur explique. Et toi, alors, tu as choisi d'être hétérosexuel? Il dit, oh non, mais moi, je suis normal. Je dis, mais... Et après, j'essaye de déconstruire le truc en disant, honnêtement, c'est beaucoup d'emmerde d'être homo. Je te jure que si j'avais pu choisir, j'aurais sûrement choisi d'être hétéro parce que c'est plus facile pour commencer sa vie. Et après, quand des gens disent que par exemple les interventions qu'on fait dans les classes, c'est ce qu'a dit notamment pendant la dernière campagne présidentielle Éric Zemmour, qu'on fait du prosélytisme dans les collèges et les lycées, de la propagande, exactement. On veut pas rendre les gens homosexuels, puis c'est pas comme ça que ça marche, parce que je sais pas si c'est valable pour toi, mais depuis tout petit, on lit quand même essentiellement des livres, on regarde des films où ce sont des hétérosexuels, et ça ne nous a jamais rendus hétérosexuels. Non, ça veut bien dire que ça ne fonctionne pas. Les Disney surtout. Exactement. Tout le monde aime Disney, j'ai regardé des Disney. Et le prince charmant, non, ça n'a pas marché. Moi, la princesse non plus. Donc, je te donnais pas envie la princesse. Donc ça veut bien dire que tout ça, c'est idiot de penser qu'on peut convaincre les gens d'être ce qu'ils ne sont pas. Et surtout que c'est pas parce qu'ils vont entendre un discours qu'ils vont forcément se reconnaître dans. Exactement. Tous les parents qui vont dire mais arrêtez de parler de l'homosexualité à notre enfant, vous allez les rendre homosexuels. Ça n'a aucun sens. Non, parce que ça n'est pas un choix justement. Et le discours qu'on a, c'est plutôt justement à l'intention de ceux qui sont hétéros de ne pas rejeter celui qu'ils vont découvrir homo, parce qu'en fait il est pas différent d'eux. C'est plus quand on intervient dans les classes, c'est plus au harceleur ou à l'homophobe qu'on parle qu'au harcelé ou au jeune homo, parce que lui il sait déjà ce qu'il est. Ça peut peut-être le rassurer d'entendre quelqu'un qui va tenir un discours en disant on peut trouver sa place dans la société, on peut trouver un travail, on peut se marier, on peut être heureux, on peut même fonder une famille, avoir un enfant. Il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient ce message-là en disant ça nous donne de l'espoir, en fait. On se dit, ça ouvre le champ des possibles. Mais quand on intervient dans les classes, c'est justement pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont dans le rejet qu'ils sont dans l'erreur et que on est riche de nos différences, vraiment, quoi. Si jamais on se ressemblait tous, si on était tous la même couleur de peau, de la même culture, les mêmes goûts musicaux, c'est d'une tristesse absolue. Si on était tous avec le même costume, c'est très triste. C'est la diversité qui fait qui fait la richesse. Ouais, qui fait la richesse et qui est très féconde en fait dans notre société. Mais complètement. Mais je vois tes paroles est hyper important. C'est mon côté Miss France. C'est mon côté Miss France. Alors moi je veux que tout le monde me s'aime. J'adore. Non, c'est quoi? C'est bonsoir. Merci pour cette question. Merci Jean-Pierre pour cette question. Merci pour cette question. Bonsoir. Merci pour cette question. T'as la rêve, c'est Miss Corp. Mais oui, je vois ce que c'est devenu un elle. C'est très drôle. Non, mais hyper important la transmission parce que ça passe par ça. Ça passe par des représentations pour les jeunes de
l'éducation et beaucoup d'écoute et de pédagogie. Ouais. Surtout pas de la diabolisation, surtout Exactement. pas de la culpabilisation. C'est ok, tu penses que t'es normal et que moi je suis pas normal, pourquoi? Et là, on discute. Et je demande pas que les gens me ressemblent. La question n'est pas là du tout. Je parle pas des adultes, je parle des enfants. Mais les adultes, c'est des causes. Juste qu'ils acceptent qu'on soit différent, que tout le monde accepte qu'on puisse être différent. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, marrant n'est pas le bon adjectif, mais il peut y avoir du rejet quand j'interviens comme ça dans des classes. C'est des gamins parfois de 13, 14 ans, et à la limite, on peut comprendre que pour certains, soit un peu plus difficile parce qu'ils sont jeunes. Mais les insultes que je reçois sur les réseaux sociaux sont très souvent venant d'adultes, parfois de gens assez âgés. Je porte plainte de temps en temps. J'ai porté plainte il y a pas très longtemps. C'est un monsieur de 58 ans de Rouen qui a été condamné pour des insultes. Et là, c'était pas un gamin de 14 ans qui écrivait n'importe quoi sur Internet. C'était des trucs très particulièrement horribles. Sur mon petit garçon. Sur ton garçon? Oui, exactement. Sur un enfant de 5 ans? Sur mon fils, ouais, bien sûr. Et en me disant que c'était un fils de Sidaïque, des trucs, et il y a eu des trucs beaucoup plus glauques. Voilà, il a été condamné. Ça veut dire que ça arrive, c'est possible, qu'il faut pas laisser passer. Mais quand tu vois que, je sais pas en l'occurrence si ce monsieur était papa, mais quand tu vois que des gens de 58 ans ou plus peuvent écrire des choses pareilles, t'imagines l'éducation qu'ils peuvent donner à un gamin. Un gamin de 13-14 ans, tu peux presque pas toujours lui en vouloir des réactions qu'il a parce que tu te dis dans quoi il a pu baigner dans son enfance pour avoir ces réactions-là. C'est pour ça que l'école a cette mission, ce pouvoir et cette mission et ce devoir aussi. J'entends les gens dire ah ben non mais l'école c'est juste pour apprendre à écrire et à compter. Ok, on est d'accord, c'est le principal bien sûr, apprendre à écrire, à compter, l'histoire, la géographie, les maths, la physique. Ok, mais on est d'accord. C'est sociétal, ça forme des êtres humains. Exactement. C'est aussi comme ça, quand on voit que les parents ne font pas le travail correctement et ne sont pas à même d'élever leurs enfants pour en faire de bons citoyens, que le rôle, la mission et je dirais même la fierté de l'école, c'est de le faire. Je suis tellement d'accord avec toi, mais tellement d'accord avec toi, mon Christophe. Eh bien, votez pour moi. Je vais voter pour toi aux prochaines élections. Du coup, merci d'ailleurs de me faire mes transitions, parce que je comptais parler cyberharcèlement. Donc c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux, pas le cyberharcèlement, mais que tu me fasses mes transitions. Donc, tu as été invité chez RTL et tu as dit « On me traite de monstre, de voleur d'enfants ». C'est d'une violence inouïe. Tu dénonces du coup publiquement, vraiment, tu fais beaucoup d'interviews pour en parler, le cyberharcèlement que tu vis. Et tu appelles surtout au respect des familles. Moi, j'ai juste envie que tu m'expliques, parce que tu viens d'en parler juste avant, donc bon, on va pas revenir sur certains aspects, la proportion que ce cyberharcèlement prend au quotidien dans tes interactions, sous tes posts. Ça prend quelle charge pour toi au quotidien? Alors ça dépend, il y a des vagues. Il peut arriver qu'il y a ce qu'on appelle des raids numériques, où généralement c'est organisé, notamment par des associations, ce genre de choses. C'est qu'il y a plein de militants de la Manif pour tous, notamment, ou de militants de chez Zemmour. On le voit parce que quand on va sur les comptes, il y a écrit le Z, machin, tout ça. Ah, ils s'affichent? Ah oui, beaucoup s'affichent. Ils mettent pas leur tête, hein, mais il y a patriote, pro Zemmour, machin, ce genre de choses. Donc ils ont vraiment le parti de leurs idées, quoi. Voilà, et il y a eu beaucoup ça. Et là, quand ce sont des raids numériques, ça peut être des centaines et des centaines de messages. Très souvent aussi, ce sont des robots. Hein. Je pense que ça, ce qu'on appelle des bots, tu sais, qui est donc des faux comptes, et pour essayer de donner une espèce d'effet de masse pour t'étouffer en fait. Mais c'est quoi? C'est le même commentaire fois? C'est en tout cas des commentaires similaires. On voit que c'est toujours un peu. Moi, je sais qu'au moment de la naissance de mon petit garçon, par exemple, on a reçu 90% de messages de félicitations adorables, et il y a eu un flot de messages à un moment donné très haineux en disant ça va, vous avez votre commande Amazon est bien arrivée. Tiens, voilà la photo de son enfant, et là envoyé une crotte. En disant ça vous a pas fait trop mal au cul quand vous avez accouché. Tout est au niveau anal, hein, beaucoup c'est leurs obsessions, hein, ils ont un côté très c'est voilà. Et j'ai eu même le pire des messages de quelqu'un qui m'a écrit et évidemment vous avez fait un petit garçon pour pouvoir l'enculer à merci. Voilà. Ça, à la naissance de mon petit garçon, ça. Mais c'est ignoble. Ah oui, c'est ignoble, je te confirme. T'as porté plainte pour ce message? Celui-là, et le compte a disparu tout de suite, donc j'ai pas pu porter plainte. Mais quand on reçoit des choses comme ça, c'est une violence ahurissante. Celui-là, c'était tellement énorme que ça m'a même fait rire, en fait. Je me suis dit, mais comment on peut écrire un truc aussi horrible? C'est tellement horrible. Et Ghislain, ça le fait rire? Ghislain, il regarde moins que moi. Moi, je suis un peu trop sur les réseaux, mais ça fait partie de mon boulot aussi. Oui. Longtemps, des gens me disaient, pas Ghislain en l'occurrence, mais beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu restes sur les réseaux, va-t'en. Et j'ai dit, mais il n'y a aucune raison que ce soit moi qui parte. Le problème, c'est eux, pas moi. C'est exactement la même problématique que le harcèlement à l'école, où on dit à l'élève harcelé,
quitte l'école, va dans une autre école. Il n'y a aucune raison que je quitte Twitter, par exemple, comme il n'y aurait aucune raison que je quitte mon collège ou mon lycée. Le problème, c'est celui qui me harcèle et qui m'insulte. C'est pas moi le problème. Donc, il n'y a aucune raison que j'arrête la relation riche que je peux avoir avec les gens et notamment mon public, parce que ça fait partie de mon boulot, pour trois connards. Donc, mais après, ils sont très néfastes et très toxiques. Donc oui, il y a des messages, des trucs horribles, mais j'ai beaucoup bloqué, j'ai porté plainte plusieurs fois. Après, c'est compliqué. Charge mentale. Ouais, ça te prend un peu la tête. Après, quand tu t'occupes de ton enfant, toi, tu sais ce que tu as construit. C'est tout ça n'a aucun sens. Non, ce qui m'a fait de la peine, c'est ce qu'ils osaient écrire sur Whitney, notre mère porteuse, en disant que c'était une esclave, qu'on avait arraché un enfant de ses entrailles, que c'était une femme dans la misère, que c'était une pauvre fille dans la misère qui avait vendu son corps comme une prostituée parce qu'elle n'avait pas le choix, etc. Et tout ça était évidemment totalement faux. Et c'est une des raisons qui m'a poussé pour le coup à écrire le bouquin. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je sais plus pour le coup la source de l'interview, mais tu as expliqué comment ça se passe pour devenir mère porteuse. Bah, c'est ce que j'explique dans le bouquin, effectivement. Ouais. Et je l'ai dit dans des interviews. Ouais, exactement. Où t'expliquais qu'en fait, il faut vraiment faire partie d'une certaine classe sociale, avoir un certain niveau de revenus pour être sûr que les mères porteuses ne fassent pas ça pour l'argent. Exactement. Et il y avait ça, les gens le savent pas. Il y avait aussi plein d'autres explications que tu as données, c'était hyper intéressant. Bah, par exemple, finalement, contrairement à peut-être l'idée qu'on peut en avoir on imagine, on le voit parfois dans des séries, la mère porteuse qui finalement regrette, pleure, veut garder l'enfant. On essaye de minimiser vraiment les mauvais facteurs pour faire en sorte que ça soit une démarche la plus saine possible. C'est-à-dire qu'en fait, nous on est passé aux États-Unis par ce qu'on appelle une GPA éthique, c'est-à-dire que la loi est très carrée aux États-Unis. Tu sais, c'est un pays très judiciarisé, donc et ils ont plus de 35 ans d'expérience et de recul sur la GPA. Donc, les mères porteuses, tu le disais, doivent avoir un certain niveau de revenus, doivent avoir de bons revenus pour que l'argent ne soit pas une motivation. Il y a une partie financière de dédommagement parce que c'est pas anodin de porter un enfant. Il faut s'arrêter de travailler parfois, il faut racheter des vêtements. Il y a tout un tas de choses. Donc, il y a un échange financier. Je raconte ça dans mon livre de manière très direct, parce que justement, je veux pas qu'il y ait de fantasmes. Donc, j'ai tout raconté. J'ai raconté le type de contrat qu'on signe. Il faut, par exemple, que l'entourage soit d'accord. Là, son mari est partie prenante aussi parce qu'elle est mariée. Il faut avoir ses enfants et ne plus vouloir d'enfants, avoir, entre guillemets, terminé sa famille. Elle avait 3 filles. Elle est soutenue par sa maman aussi, en l'occurrence. Elle n'est pas la mère génétique de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une donneuse d'ovocytes. C'était ça la partie que j'avais oublié de dire. C'est très important aussi. C'est sain dans la démarche. C'est-à-dire qu'elle porte un enfant avec lequel elle n'a pas de lien génétique. Donc elle est suivie. Il y a un suivi psy évidemment. Elle a un avocat qui défend ses droits au moment de la constitution de ce contrat. Et nous, on a un lien extrêmement fort avec Whitney. Ils sont devenus des amis, Whitney et Jacob. Ils sont venus l'année dernière à la maison pendant une semaine. On leur a fait visiter Paris. Enfin, elle était déjà allée à Paris quand elle était plus jeune avec sa sœur. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on la dépeignait comme une femme malheureuse qui a fait ça parce qu'elle n'avait pas le choix, alors que elle travaille dans une école, son mari est cadre hospitalier, ils ont 2 voitures, ils ont une maison en banlieue de Las Vegas, tout va bien dans leur vie. Et les gamines, ces 3 filles, on s'envoie des infos, des photos tout le temps. Elles étaient hyper fières. Elles sont venues à la naissance de Valentin à l'hôpital le lendemain. Elles l'ont pris dans les bras. Elles étaient hyper fières de leur maman. Et je leur disais, vous savez, votre maman, c'est une super héroïne. Elles avaient très bien compris voilà, on était 2 garçons, on ne pouvait pas avoir de bébé, et il y a 2 femmes qui nous ont aidés à devenir papa. Les choses leur ont été expliquées de manière très claire, et pour tout te dire, moi j'étais le premier à me poser la question, à lui poser la question, du coup à Whitney, mais pourquoi tu fais ça? T'en as pas besoin financièrement, t'es pas. J'étais curieux de savoir. Alors, elle adore être enceinte, évidemment. C'est quand même la base parce que il y a des femmes pour qui c'est difficile les grossesses et d'autres que ça épanouit. Moi, ma sœur, par exemple, les grossesses, elle épanouit. Elle a eu 3 enfants, elle rêvait d'en avoir 4 ou 5. Donc voilà. Et j'ai des copines dans mon entourage. C'était déjà très difficile. Donc voilà. Donc il y a cette base-là, mais au-delà de ça, on a beaucoup échangé. Elle nous disait, je dis, t'as pas peur que ce soit trop dur de te séparer de Valentin? On l'appelait déjà par son prénom. Ah, vous saviez déjà le prénom? Ouais. Quand on a su que c'était un petit garçon, voilà. Et
elle nous a dit, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir une mission, et moi, je serai la plus heureuse quand je vous verrai avec Valentin dans les bras. Et elle me disait qu'elle avait envie, elle savait ce que c'était que de devenir parent et qu'elle avait envie d'aider des gens à pouvoir vivre ça aussi. Et je pense que tu vois, elle vit dans un petit village, une petite ville à 30 kilomètres de Las Vegas. Elle a une vie tout à fait classique, normale avec ses enfants, et je pense que elle avait envie de se sentir peut-être un peu exceptionnelle, d'avoir de jouer à un moment donné dans la vie de quelqu'un d'autre. Moi, ce que un impact. Moi, ce que je lui ai dit, tu imagines pas. Au moment de la naissance de Valentin, on était là, on est arrivé. Notre petit est né avec un peu d'avance, et on nous a dit il faut que vous veniez parce qu'a priori d'ici la fin de la semaine, c'était plus de 3 semaines d'avance. Donc on a pris un avion le lendemain. On est arrivé le jeudi, il est né le vendredi. Donc on est arrivé pile poil et on était dans la salle de travail. Et il y avait Whitney, évidemment. Bah, du coup, oui. C'est le minimum. Il y avait son mari Jacob, qui filmait avec son téléphone. Il y avait Ghislain, bien sûr, et moi. Et là, on a vécu un truc. C'est ouf. Un truc, mais tellement incroyable. Et au moment où Valentin est né, moi, ça me bouleverse toujours à chaque fois que j'en parle, mais je me suis jeté dans ses bras, à Whitney, je dis, mais tu te rends pas compte à quel point t'as changé notre vie. C'est incroyable. Le don que t'as fait. C'est incroyable. Donc, ça m'a tellement donné envie de vomir toutes les horreurs qu'on pouvait lire sur elle et tout ce qu'on disait. J'avais l'impression, tu sais, qu'on volait un peu l'histoire de notre petit garçon en racontant des trucs immondes. Et comme il se trouve que j'ai une notoriété et que j'en ai parlé, le message y passait beaucoup sur les réseaux. Je dis, je peux pas laisser cette parole-là être la seule qui existe sur la naissance de notre petit garçon et sur l'histoire pour le coup extraordinaire qu'on a vécue avec cette famille américaine. Et du coup, d'où le livre. J'ai décidé, d'écrire ce livre parce que je me suis dit, il faut que je donne notre vérité. Je dis pas que ça se passe toujours comme ça une GPA. Il y a des gens qui s'entendent pas et qui gardent pas de lien fort. Il y a des choses qui existent et j'en parle un peu dans le livre d'ailleurs, des espèces de filières, notamment à l'époque avant la guerre en Ukraine, où t'avais des gens, ils savaient même pas quel était le prénom de la femme qui portait leur bébé. Ça n'a rien à voir. Mais de tout mélanger, t'es malhonnête. Et je sais qu'il y avait en Inde, il y a quelques années, il y a eu des trucs aussi en Inde qui étaient très vraiment assez dégueulasses, de système. On parlait d'usine à bébé, ce genre de choses. Aux États-Unis et au Canada, ça n'a rien à voir avec ça. Et j'avais envie que cette vérité-là soit dite, soit expliquée. Et c'est pour ça que j'ai eu plein de retours sur ce livre et ça a rassuré beaucoup de gens en fait. Ça a mis un peu de vérité dans tout ça et ça a mis. Et mon objectif, en tout cas, c'était de battre en brèche les caricatures et les clichés qu'on pouvait lire. Bien sûr, et de vraiment raconter ce qui s'est passé, de laisser 50 moineaux, même plutôt 50 000 sur les réseaux, réinventer l'histoire à droite, à gauche. Au final, je comprends, c'était vraiment une démarche qui était nécessaire pour toi. Et que ce soit utilisé aussi par des associations qui avaient des buts politiques derrière, comme la Manif pour tous. Aujourd'hui, ils ont changé de nom, je sais plus comment ils s'appellent. Le truc de la famille, là. Mais et le truc, c'est que ces gens-là, de la Manif pour tous savent très bien à quoi peuvent ressembler les GPA aux États-Unis comme la mienne, sauf qu'ils prennent un malin plaisir à balancer des fake news volontairement parce que ça correspond mieux à ce qu'ils ont envie de faire passer dans la tête des gens. Et la problématique, c'est que tu te rends compte que ce discours-là, il infuse quand même dans la société. Et il y a plein de gens qui étaient surpris quand je leur expliquais le truc, par exemple, que c'était pas des femmes qui avaient besoin d'argent, et les gens pensaient ça, mais pas à mal. C'est juste qu'ils avaient lu ça sur les réseaux sociaux parce que quand il y a un discours qui est tenu par beaucoup de gens et qui est répété, ça finit par rentrer dans la tête. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'envoyer aussi un contre-discours pour qu'il y ait un peu de vérité qui se crée là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est quand on a fait on a fait beaucoup de dédicaces avec Ghislain dans toute la France, dans les Cultura, dans les librairies, dans les Fnac, etc. Et beaucoup de gens venaient nous voir. Il y avait des homos évidemment, mais une majorité c'était des couples et des femmes, et notamment des femmes qui avaient eu des soucis pour devenir parents et qui nous dit que ça leur faisait du bien d'entendre des gens qui parlaient de ça, même de gens qui avaient fait des FIV. Les gens nous racontaient des histoires et je me rends compte que notre histoire a touché notamment beaucoup de femmes. Et j'étais content de voir que justement ce discours
me faisait passer pour une espèce d'horrible personne qui manipulait une femme dans la détresse, ce qui n'était pas vrai, n'était pas passé auprès de beaucoup de gens et que notre histoire a touché notamment beaucoup de femmes. Ça me tenait à cœur. Oui, bien sûr. J'adore parce que tu me fais toutes mes transitions, Christophe, c'est merveilleux. Du coup, je fais même pas exprès. C'est merveilleux. Là, tu parles de bienveillance, finalement, de l'impact que t'as et de la reconnaissance des gens. Moi, j'allais te parler, finalement, de bienveillance. Parce qu'on parle de cyberharcèlement, on parle de toute la malveillance dont peuvent faire preuve les gens sur les réseaux. Ouais. T'as reçu aussi énormément d'amour. Oui, beaucoup. J'ai pris plein de citations de toutes les, bon, peut-être pas toutes les plus belles choses parce que j'ai pas non plus tout vu sur 10 ans, mais certaines choses magnifiques que les gens t'ont dit. Alors, c'est une interview par Combini que t'as donnée avec Ghislain. C'est sous cette vidéo, du coup, que j'ai vu vraiment beaucoup de commentaires de soutien qui ont c'était une super vidéo, je me rappelle. Ouais, franchement, hyper intéressante. Les commentaires ont été relayés par Gala. Parmi eux, très important de parler de la GPA. Très belle petite famille. Tant que l'enfant est dans un cadre familial heureux, le reste n'a aucune importance. Je ne vois que des parents aimants et un enfant heureux. Soyez heureux. On adore que de l'amour. Un beau témoignage rempli d'humanité et de justesse. Ou encore, beaucoup de bonheur à vous. J'espère que petit à petit, les avis changeront et évolueront. Ça prendra un peu de temps. Vous avez une très belle famille. Tu en recevras énormément des témoignages de gens dont tu as déconstruit la pensée ou alors qui te partagent leur envie d'être parents, comme là tu l'as dit à Cultura. Mais ouais. Moi, je parle vraiment des réseaux. Ça a dû être incroyable, la déferlante aussi de témoignages bienveillants bien sûr. que tu as reçus à ce moment-là. Toi, ça te procure quoi comme sentiment de voir que tu libères aussi la parole sur la possibilité, parce que on peut être deux hommes et avoir un enfant, la possibilité d'être parent. Et est-ce que tu arrives à mesurer l'impact de ta prise de parole chez les autres, sur leur choix de vie, sur... Alors, je peux pas vraiment mesurer l'impact parce que ça, on sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens nous ont donné des témoignages. Je me rappelle d'une dame qui était venue nous voir à une signature et qui nous a dit grâce à vous, je me rends compte que je vais pouvoir devenir grand-mère. Et elle me dit, j'avais accepté que mon fils soit homo, mais je me disais, moi je voulais devenir grand-mère, j'avais fait une croix là-dessus, j'avais fait mon deuil, et je me rends compte que en fait c'est possible. Et ça c'est génial. Nous quand on a commencé, on s'est d'abord renseigné pour l'adoption, qui était à l'époque quasiment impossible. J'ai continué à beaucoup suivre ces sujets-là, et j'ai beaucoup de témoignages de couples de garçons qui me disent que ça y est, ça s'ouvre beaucoup plus. Nous, Valentin a 5 ans, la GPA, toutes les démarches, ça nous a pris 2 ans. Donc 7 ans, j'avais commencé à me renseigner il y a 8-9 ans. Et il y a 8-9 ans, je peux te dire que pour adopter quand t'es un couple de mecs, c'était quasi impossible. Ton dossier il était en bas de la pile. Ça y est, les choses commencent à évoluer. Après, il y a une problématique d'adoption dans notre pays où les critères sont extrêmement compliqués, y compris pour les couples hétérosexuels. Et je sais que c'est complexe, mais cette question de l'adoption est très importante. Et après... moi, le dernier sondage que j'ai vu sur la GPA, alors je sais pas si tout ce que j'ai pu faire comme communication là-dessus a contribué à ouvrir les esprits, j'espère, mais il y a une large majorité de Français, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais 66-67% de Français qui sont favorables à la GPA et 56 ou 57% pour les couples homo. Donc 67 pour les couples hétéros et 56-57% pour les couples homo. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de Français qui sont ouverts sur ces questions-là. Les politiques sont un peu à la ramasse et un peu en retard. Et aucun politique d'ailleurs n'a décidé d'ouvrir ce débat-là. Un jour, ce débat devra être ouvert en France malgré tout parce que la demande existe, que les gens qui ont les moyens, parce que c'est très cher, ça c'est une réalité, vont aux États-Unis. Les gens qui ont moins de moyens vont parfois dans des filières, comme je le disais, dans certains pays de l'Est, où c'est beaucoup moins cher, mais là, ça n'est pas respectueux notamment des droits des femmes. Et là, même si tu n'as pas assez de moyens financiers, il ne faut pas passer par ces solutions-là. Donc aujourd'hui, il y a une vraie injustice. Donc je pense que ces questions, il va falloir... il y a des pays, en Grande-Bretagne, c'est possible pour les Britanniques, mais la GPA est ouverte. C'est possible en Belgique, c'est possible en Grèce. Il y a des pays où c'est possible. Donc le débat, des pays d'Europe, donc des pays voisins très proches. Il y a les États-Unis, il y a l'Espagne. L'Espagne pas encore. Mais je sais qu'au Portugal, mais ça n'est possible que pour les habitants du pays. Hein. Donc tu ne peux pas aller faire une GPA dans un pays d'Europe aujourd'hui. Et la GPA éthique, c'est vraiment que aux États-Unis. Aux États-Unis et au Canada. Alors on me parle de choses qui existent visiblement en Colombie et au Mexique, ça commence, mais je n'ai pas j'ai pas avancé tellement là-dessus. Je sais qu'il y a eu des soucis pour obtenir des papiers des enfants, donc je pense que c'est pas encore très clair. Je sais que là où je sais que c'est sûr que ça fonctionne, etc., c'est les États-Unis et le Canada, mais effectivement, c'est très cher.
Et ça n'est pas très cher pour l'argent que peut toucher la mère porteuse, parce qu'au final, elle touche une somme aux alentours de $30 000, ce qui est une somme importante, mais qui aux États-Unis c'est moins important qu'en France. Ça correspond à moins de 30 000 euros, et ça change. C'est une somme, mais ça va pas changer ta vie. En revanche, ce qui coûte plus cher sont les frais médicaux. Ouais. Rien qu'un accouchement aux États-Unis, c'est 40 ou 50 000 $. Si tu veux, la création d'embryons, toute la partie médicale, c'est peut-être 70 000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est une somme énorme. Après il y a la partie juridique, les avocats, ça coûte très cher aux États-Unis. Étaient obligés de passer par des avocats parce que, je le disais, c'est une société très juridique, très judiciaire. Donc aujourd'hui, nous à l'époque, ça a dû nous coûter aux alentours de 120 000 €. Wow. Je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de, c'était nous il y a 6-7 ans qu'on a démarré. Aujourd'hui, on me dit, les gens qui m'en parlent me disent que c'est plus entre 150 et 180 000 €. Donc évidemment, tout le monde peut pas se le permettre. Hein, Mais j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient, nous on est un couple de garçons, on a vendu notre appartement et on est retourné en location parce qu'on a décidé on a fait des prêts familiaux. Il y a même des gens qui nous ont dit, on a fait croire qu'on achetait un truc, on a fait un prêt en fait. On a réussi à tromper une banque par rapport à ça. Mais je pense que quand t'as vraiment au fond de toi une envie profonde de fonder une famille, tu trouves toutes les solutions possibles pour pouvoir le faire. Mais il faut le faire dans le respect et dans la certitude que chaque acteur et actrice de ce qui va se passer sera respecté. Par exemple, pour le don d'ovocytes, les 3/4 des dons d'ovocytes sont anonymes aux États-Unis. Ce sont généralement des étudiantes qui font ça pour gagner un petit peu d'argent. C'est à peu près 5 000 $ qu'elles reçoivent. Et il y a un quart qui veulent bien garder le contact. Moi, c'était très important qu'ils puissent avoir accès à ses origines. Donc, pour moi, c'était impératif de pouvoir garder le contact. Donc en l'occurrence, elle s'appelle Bruna, on se parle tout le temps, on a gardé le contact. Pour elle, c'était très important de pouvoir aider une famille. Alors, elle l'a fait, généralement les donneuses d'ovocytes sont des personnes très jeunes parce qu'il faut avoir un grand taux de fertilité. Donc elle avait 23 ans quand elle a fait ce choix-là, mais elle avait cette maturité de dire je vais aider un couple de garçons, je trouve ça chouette, j'ai gardé le contact avec eux. Donc Valentin connaîtra toute son histoire. Son histoire, c'est un livre ouvert. Il n'y a pas de secret de famille, il n'y a rien. Dans combien de familles, honnêtement, tu t'aperçois a posteriori que peut-être le papa n'était pas le papa et c'était un secret de famille, on n'a pas osé en parler, ou le papa, ça a été par un don de sperme parce que le monsieur était stérile, mais personne n'en parlait parce qu'il y avait ce qu'on appelle la vraisemblance biologique. C'est-à-dire que sur le papier, t'as un papa et une maman, donc tout va bien. Et ça dérange pas du tout la manif pour tous. Même si on ment à des enfants, ça, ils s'en foutent complètement. À partir du moment où c'est deux mamans ou deux papas, alors là, ça devient une cata. Nous, notre petit garçon, il connaît son histoire. Il a la photo de Whitney et de Bruna dans sa chambre. Whitney est venue. Bruna, pour le coup, il est jamais venu en France, mais un jour, je pense qu'on ira la voir aux États-Unis avec Valentin. Mais on lui envoie des photos régulièrement et c'est drôle parce qu'à la naissance de Valentin, elle nous a envoyé des photos d'elle bébé. Ils se ressemblent vachement, c'est vrai. Et ils ont un sourire. Ils ont quelque chose en commun dans le sourire. Je te montrerai, j'ai des photos de je te montrerai. Il y a un truc qui est assez frappant. Et je sais que nous, ce qui nous avait convaincus quand on a cherché un profil, parce qu'effectivement, c'est un peu comme un truc de rencontre. Toi, tu vois des profils. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle avait un sourire hyper solaire. Ouais. Et c'est ça qui m'avait convaincu. Et elle avait l'air d'avoir des valeurs qui correspondaient aux nôtres. Elle était tout à fait ouverte à ce que ce soit un couple de garçons, parce que tu peux choisir aussi quand tu es une donneuse d'ovocytes, disant je donne pas un couple. Par exemple, il y en a qui ne veulent pas donner à un couple d'étrangers, mais uniquement à des Américains, ou juste à des couples hétéros. Et voilà. Et elle trouvait ça super. Elle a un cousin qui était homo. Elle trouvait ça super de pouvoir aider des garçons à pouvoir devenir papa. Et c'est une super histoire en fait. Mais ça bouscule les schémas traditionnels. Donc ça perturbe les gens. Je peux comprendre que ça puisse les perturber. Je dis pas que ça doit devenir la norme. On sera toujours une toute petite minorité et c'est pas grave. Mais simplement de comprendre que nos schémas familiaux peuvent exister et ça veut pas dire que nos enfants seront malheureux. Au contraire. Bien sûr. Parce qu'ils seront nés de tellement d'amour. Des gens se seront vraiment réunis pour pouvoir donner naissance à ce petit garçon, à Valentin. Et c'est rigolo, la psychologue de la crèche, puisqu'il y avait une psychologue à la crèche, nous disait mais votre petit garçon c'est le plus équilibré de la crèche. Elle trouvait génial et elle nous disait, vous savez, un enfant n'est jamais malheureux d'avoir trop d'amour.
Donc là, il a eu beaucoup d'amour de plein de gens différents qui ont, et de ses grands-parents aussi, qui ont contribué à nous soutenir aussi psychologiquement, et c'est hyper important. Et tout le monde était réuni pour que ça se passe bien. Mais c'est hyper inspirant, et moi j'adore ton discours de tout le monde est resté en lien. Ouais. Il y a une énorme part d'humanité. Cette idée de GPA éthique, elle est incroyable. Je regrette juste que ça soit un putain de luxe. Ah ben oui, Là, c'est un privilège, ça je te l'accorde. Un appart. Bon, un petit appart à Paris, mais c'est un appart quand même. Et oui, non, c'est énorme. Je te rejoins complètement. Il est vraiment temps que le gouvernement français se penche sur le sujet pour que ça devienne accessible et que ça ne soit plus un luxe de le faire dans des bonnes conditions. Exactement. Parce qu'il y a le faire et le faire dans des bonnes conditions. C'est ça, parce que moi je ne valide aucunement les trucs. Moi j'ai des gens qui m'ont contacté, un couple de garçons qui m'avaient contacté pendant la guerre en Ukraine, qui avaient lancé leur GPA là-bas et qui voulaient essayer de faire revenir celle qui portait leur enfant, je sais pas si c'était un garçon ou une fille, en France. Moi je leur dis mais elle doit avoir une famille, elle va pas partir toute seule, parce qu'ils avaient peur pour leur enfant et pour elle. Je comprends. Et là je leur demande mais elle a un mari, elle a des enfants. Ils disent on sait pas comment elle s'appelle, on sait pas. Les gars, non. Tu vois, ça, c'est pas acceptable. Tu ne peux pas, je peux comprendre qu'on ait envie de fonder une famille, mais en aucun cas, tu ne peux utiliser quelqu'un, pour le coup, qui est potentiellement dans le malheur. Moi, on m'a parlé de profils de nanas de 25 ans qui en sont à leur 5e grossesse et qui font vivre toute une famille comme ça. Ça, c'est dégueulasse. Et ça, à aucun moment, je pourrais m'associer à ça. Je comprends qu'il y a une injustice, qu'on se dise c'est pas juste, il y a que les gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre d'eux, ok, mais c'est pas une raison pour avoir recours à des filières inhumaines, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, oui, moi je le dis en rigolant dans le livre, mais moi quand j'ai eu la chance de faire des émissions de télé qui étaient bien payées, voilà, grâce à Secret Story par exemple, grâce à une autre émission de télé-réalité qui s'appelait La Bataille des couples, j'ai pu et je leur disais bon voilà, c'est pas je vais pas l'appeler Kevin ou taper 2 pour mais c'est vrai que les choix professionnels que j'ai faits m'ont offert un luxe, un privilège incroyable. J'ai de la chance. Voilà, j'ai beaucoup de chance aussi de mettre de côté et de garder cet argent aussi. C'est déjà fait, hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai beaucoup de chance. Et tu veux que je te dise, ça, je le dois aussi un peu aux gens, au public aussi, parce que je fais ce métier-là, c'est le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Ouais. J'ai la chance que les gens me suivent et continuent de regarder mes émissions ou écoutent ce que je fais à la radio, et me regardent ce que je peux faire à la télévision, me suivent et me donnent beaucoup d'amour. Mais grâce à ça, ça m'a permis aussi de construire ma famille. J'ai une reconnaissance vis-à-vis des gens qui m'ont permis de mener la vie que je rêvais d'avoir. Et c'est pour ça que je suis toujours très disponible quand les gens m'envoient des messages sur les réseaux, quand les gens me demandent une photo dans la rue. C'est tellement grâce à eux que j'ai eu la chance de vivre cette vie-là et que j'ai la chance encore de vivre cette vie-là. Donc je leur dis merci tous les jours et je me pince de pas avoir l'impression de partir au boulot quand j'ai le réveil qui sonne le matin, même très tôt, parce que je réalise mon rêve. C'est génial. Donc merci à tout le monde, merci. La gratitude, on adore, sentiment hyper noble, on kiffe. Bon Christophe, on va passer à ton super pouvoir. Ah c'est quoi? J'ai un super pouvoir? Oui, la visibilité. Ah oui, on revient dessus. L'invisibilité c'est bien aussi, mais la visibilité c'est un super pouvoir. L'invisibilité, ouais, parfois ça arrange, mais la visibilité c'est un pouvoir de ouf parce que justement tu peux impacter la vie des autres. On en a beaucoup parlé, mais on va y revenir sur un axe précis. Pour Gala, tu as dit, on a une notoriété et si jamais elle peut servir à quelque chose, que les gens envisagent un peu différemment les familles homoparentales, on aura servi à quelque chose. C'est quoi l'idée que tu veux transmettre aux gens sur les familles homoparentales? Simplement qu'on ait des familles comme les autres. Donc, tu parlais tout à l'heure de militantisme. C'est pas vraiment. Alors, je comprends, mais je suis pas un associatif, c'est-à-dire que je manifeste pas avec des drapeaux, etc. Alors, ça peut m'arriver de participer à des événements militants. La question n'est pas là, mais moi, j'essaye de partager du positif. Donc, le fait de partager une photo de notre famille au moment de Noël avec Valentin. Oui, c'est un acte militant d'une certaine manière, mais pour moi, c'est juste partager du positif, partager des photos de famille comme le ferait n'importe qui. C'est banalisé. Sauf que ça prend évidemment une ampleur différente, ou en tout cas une dimension différente. Tu veux banaliser finalement votre vie parce que vous êtes quelque part une famille normale en fait. Oui, mais on a fait ce choix-là à dessein, c'est-à-dire que au moment de notre mariage, par exemple, on avait discuté avec Ghislain et
on a choisi de publier des photos dans Gala parce que c'était important pour moi, et on l'a choisi ensemble. C'était la première fois qu'une famille, qu'un couple homoparental décidait de publier des photos de mariage dans la presse, alors que c'est extrêmement banal pour des présentateurs télé lambda hétéros. Et on m'a posé des questions en disant mais pourquoi vous exhibez, vous montrez jamais? On a dit ça par exemple, je sais pas, Benjamin Castaldi et Flavie Flament, quand ils se sont mariés, ils avaient publié des photos de leur mariage. Jamais. Nous on l'a fait vraiment pour une raison claire, nette et précise, pour montrer que nos familles sont comme les autres et que notre mariage ressemble à n'importe quel autre mariage, mis à part que aucun n'avait de robe, voilà. Mais si ça avait été un mariage de filles, il y aurait eu 2 robes, par exemple, et potentiellement ou pas d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, mais il y aurait pu. Mais nous, voilà, on avait 2 smokings, mais et t'aurais pu avoir une robe. Et j'aurais pu avoir une robe. Mais en tout cas, on a montré simplement 2 familles qui se sont retrouvées, qui se sont réunies pour fêter un moment important, pour partager ce bonheur avec un couple, etc. Nous, on s'est mariés il y a 6 ans maintenant. Ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Et on a simplement envie de partager des choses positives et de se dire que ce gars-là, il a peut-être traîné chez papy et mamie, il est peut-être dans un salon de coiffure. Moi, je trouvais ça bien d'être dans un magazine ultra populaire comme Gala. On a fait, pareil, l'année dernière, des photos dans Paris Match. Et c'est formidable de pouvoir se dire, vraiment, dans les journaux que lisait ma grand-mère, de voir ça. C'est symboliquement c'est fort. Être dans Tétu c'est très bien et j'y suis régulièrement pour des interviews ou des choses, ça c'est très bien, mais j'ai envie de te dire que c'est un public qui est déjà conquis, qui est déjà convaincu. Là c'est intéressant d'être dans ce type de presse pour que justement faire passer les messages de manière totalement grand public. Ouais, grand public et décorrélé de toute revendication nécessairement militante, mais quelque chose de très smooth, quoi, comme ça, très très tranquille. C'est entre 2 infos people, c'est une actualité. Exactement, et de se dire ah bah oui, bah tiens, ils sont en couple, ah bah c'est 2 mecs, ah bah et alors ils ont une famille, ah bah super, voilà, et que ce soit aussi banal que ça. C'est trop bien. Tant aujourd'hui, c'est encore dès qu'on publie une photo, il y a encore des réactions un peu éruptives de certains. On aura gagné le jour où ce sera d'une banalité. Voilà, le jour où personne ne me fera une remarque parce que je pose en photo avec mon mec. Effectivement, j'ai parfois des trucs en disant mais pourquoi vous avez le besoin de vous exhiber? Jamais on posera cette question-là à un couple hétéro. Voilà. Le jour où on arrêtera de me dire ça, j'aurai plus besoin de le faire. Mais en attendant, j'ai encore besoin de le faire. Du coup, pour tous ceux qui n'osent pas encore le faire, si ça peut les aider à franchir ce cap-là. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à vous parce que j'ai regardé comment vous vous êtes rencontrés. Moi, j'ai tout lu, hein, t'inquiète, hein, à pied de rencontre. Oui, donc, mais oui. Enfin, c'est assez. C'est possible. Bah, tu vois, enfin, je trouve que c'est facile de faire un transfert sur vous et ça vous rend encore plus accessible dans votre histoire et même, je dirais même plus attachant, parce que beaucoup de gens célibataires sont ou ont été à un moment de leur vie dans des apps. Oui. Et il a quoi, 12 ans de moins que toi? Ouais, c'est ça. On a 12 ans de différence. Ouais. Et moi, on s'est rencontrés il y a un moment maintenant, puisqu'il avait 22 ans et moi 34. Ouais. Et en fait, je cherchais pas du tout un mec plus jeune que moi. J'étais un peu emmerdé au début parce que je me suis dit on va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes trucs. Et en fait, il était plus mature que moi déjà. Il l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours lui le vieux con. J'aime voir, c'est génial. Et toi, je vais parler de ta vocation maintenant. Est-ce que tu saurais, là, je vais te la dire après, c'est quoi pour toi ta vocation depuis tout petit? T'enlèves la télé. Bah, oui, parce que j'allais te dire, et ben tu sais quoi, je pense c'est de faire sourire les gens. Ah, alors c'est intéressant, mais c'est pas ce que j'ai trouvé. Mais c'est très intéressant. Pour elle, t'as dit depuis l'âge de 10 ans. Alors c'est eux qui ont parlé de toi. Donc ils ont dit depuis l'âge de 10 ans, Christophe Beaugrand sait qu'il sera père. Ah oui. Une vocation d'être papa, malgré les interdits de la loi française. Ah oui, alors effectivement. Vocation de vie pour toi depuis l'âge de 10 ans, c'est incroyable. Oui, alors vocation, je sais pas si c'était le bon mot, mais c'est effectivement eux qui disent, enfin elle, en l'occurrence pas eux, mais les journalistes dans elle, mais je n'arrivais pas à envisager ma vie sans être papa. Ça me semblait à 10 ans, c'est quoi l'idée que tu te faisais du métier, parce que c'est un métier de papa à 10 ans. Tu pensais que ça serait quoi? En fait, c'est juste que tout petit, je me suis rendu compte que j'étais homo. Je l'ai réalisé très vite. Donc à 10 ans déjà, à 10 ans, même avant, 6-7 ans, je le savais, je le sentais, il y avait un truc. Et j'ai eu une angoisse
parce que chez nous le sentiment familial c'était très fort, la famille, et c'est vraiment quelque chose que je voulais réaliser aussi. Et je pense que en même temps que la découverte de mon homosexualité, il y a eu la crainte de ne pas pouvoir justement faire famille, de ne pas pouvoir fonder une famille, faire comme les autres et continuer ce cycle de la vie. On regarde beaucoup le Roi Lion avec mon fils. Mais c'est un peu ça. Il est fan du Roi Lion. On est allé voir Mufasa. On est fan du Roi Lion. Enfin, il est fan du Roi Lion, donc on est obligé de le voir assez régulièrement. Mais ça le passionne, cette histoire cette idée de cycle de la vie, et moi j'avais ça aussi. Je pense que ça fait partie des valeurs que mon père m'a inculquées aussi. Et du coup, je pense que c'est venu, cette envie d'être père est venue de la peur de ne pas pouvoir l'être. Je pense que c'est venu de là. Et du coup, je me suis dit, je le serai. Il faudra. D'une manière ou d'une autre. Mais tu pensais que ça serait quoi à 10 ans, être père? C'était quoi? Pour toi, c'est quel rôle un père? Je sais pas, je pense que c'est l'idée de transmettre. L'idée de transmettre, j'étais peut-être pas aussi conscient des choses à cette époque-là, mais de transmettre des valeurs, de transmettre. Moi, j'avais un père qui était assez autoritaire et qui était pas très très bavard, mais qui m'a transmis beaucoup d'amour en fait. Je pense que avec peu de mots, mais beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de reproduire d'une certaine manière. C'est à la hauteur de tes espérances aujourd'hui? Donc t'es papa? Ouais, alors moi je parle beaucoup plus. ça n'est pas un scoop. Mais c'est trop intéressant ce que tu racontes. C'est tellement d'amour, ouais, c'est incroyable. C'est un shoot incroyable. C'est un truc. Et c'est marrant parce que au moment de la naissance de Valentin, bon, il y a tout c'est une espèce de truc, c'est le moment, je pense, le plus fort de toute mon existence, évidemment. Donc, c'est un truc incroyable. Mais tu penses pas que l'amour peut grandir, c'est que ça te semble déjà très fort. Et en fait, ça grandit. Il y a un truc qui est d'une puissance. C'est un truc incroyable. Alors, je te rassure, hein, tu penses toujours à tes emmerdes de boulot, de trucs, de la voiture en panne, de la machine à laver. Voilà. T'as toujours tes emmerdes du quotidien, mais il y a un truc qui est plus important que tout ça. Et qui est plus important que tout. Et qui est plus important que toi. Ouais, si tu te détaches de l'ego, tu fais passer ce petit être avant tout. Ah bah ça aide à, il y a plus rien qui compte, vraiment, au fond. C'est ouf. En tout cas, ça te fait tout relativiser. Ça veut pas dire que le reste n'existe pas, hein, c'est toujours très important, je suis toujours passionné par mon boulot, par exemple, je suis toujours très amoureux de Ghislain, mais c'est lui qui compte. C'est ça, c'est une évidence. C'est incroyable. Ah, c'est trop beau comment t'en parles. Bon, Christophe, tellement passionnant. On va finir, si tu veux bien, par des conseils. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à des personnes qui peut-être nous écoutent, qui veulent des enfants, qui sont LGBT+, et qui sont complètement découragés, qui se disent que c'est pas possible, que c'est trop compliqué en France, etc., et qui ont plein de barrières mentales sur le fait d'être parent, en fait. Alors, pour les couples de femmes, heureusement, maintenant, la PMA est ouverte, la PMA pour toutes. Donc, pour vous, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'il y a des listes d'attentes, c'est compliqué, mais je sais que c'est possible. Et pour le coup, en France, donc il n'y a pas de problème de coût comme il pouvait y en avoir auparavant quand il fallait aller en Belgique ou en Espagne. Donc ça, le champ des possibles, il est beaucoup plus ouvert pour les femmes, évidemment. Pour les garçons, eh bien, l'adoption, ça avance. Ça fait partie des combats qu'on continue de mener. Moi, je vois des politiques régulièrement aussi hors antenne, pour le coup, sur un certain nombre de combats. La GPA, c'est évidemment quelque chose qui est possible et qui est possible d'être fait dans le respect. Il faut rester très vigilant parce que la reconnaissance des enfants par GPA, c'est quelque chose qui est compliqué en France, qui est un peu long. Il faut passer par une voie juridique qui s'appelle une exéquatur de jugement. Enfin bon, là c'est un peu un truc un peu juridique. Nous, ça a mis 1 an avant que Valentin puisse être reconnu vraiment, qu'il ait son livret de famille français, mais il l'a maintenant, tout va bien. Il l'a eu à 1 an et demi, le temps qu'on fasse les papiers. Mais on voit que c'est remis en cause, ce droit-là est remis en cause, cette reconnaissance est remis en cause en Italie, par exemple. Ouais. Donc, il faut être vigilant. En tout cas, l'adoption aujourd'hui pour les couples d'hommes, c'est possible. C'est plus compliqué que pour les couples hétéros. C'est déjà très compliqué, je le sais. J'ai des amis hétéros il faut attendre 5, 6 ans, 7 ans parfois, le temps d'avoir un agrément. Une fois que tu as l'agrément, tu es sur des listes d'attente. Voilà. Donc, il faut s'armer de patience, mais se dire que c'est possible. Moi, il y a un couple que je suis sur Instagram qui ont adopté un petit garçon, je crois que ça s'appelle Deux Papas Adoptent. Ça ouvre aussi le champ des possibles et l'espoir. On se dit c'est possible. Il y a des gens qu'on avait vus qui étaient venus nous voir pour des dédicaces, qui nous ont envoyé des messages en disant ça y est, on nous a confié un enfant. Donc c'est possible. Il faut toujours y croire.
Vraiment. Donc croyez-y, c'est important. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions et on peut y arriver. Message d'espoir archi fort, que des good vibes, vraiment. J'essaye. Merci, mais quelle inspiration. C'est ça ma vocation, ce que je te disais. Au-delà de devenir papa. Ouais. Mais de faire sourire les gens, en fait, c'est ça. Je pense que c'est la moindre des choses quand tu as la chance d'avoir un peu de notoriété, que tu as la chance de faire le métier que tu rêvais de faire quand tu étais gamin, et que tu as un petit peu des coups de projecteur qui sont mis sur toi. La moindre des politesses, c'est d'essayer de renvoyer du sourire et du positif aux gens. Je pense qu'on en a un petit peu besoin en ce moment. Comment te dire que nous sommes dans un monde particulièrement anxiogène. Ouais. Donc oui, il faut essayer. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans différentes interventions. Je te disais, dans des entreprises, dans l'associatif, dans les collèges, dans les lycées. Moi, je suis un indécrottable optimiste et je pense qu'on va dans le bon sens. J'adore. Il y a un peu des fois des reculs, mais on va quand même dans le bon sens. On cherche des solutions toujours. Ouais, il y a des solutions, on peut toujours trouver. Moi, ce que j'adore chez toi, c'est que t'es vraiment un mec qui est dans la transmission. C'est que tout ce que t'as vécu et que t'as transformé, t'essayes vraiment de le mettre au service des autres. Je te trouve ultra inspirant. C'est gentil. Mais en tant qu'homme, en tant qu'animateur aussi, en tant que personne engagée, parce que tu donnes de ton temps, pour toi c'est normal, etc. Mais ça l'est pas pour tous. Et ça traduit une certaine, j'ai envie de dire, grandeur d'âme. Mais non, mais on a. Tu m'as fait de venir. Non, mais je te jure, mais on a besoin de cette empathie dans la société. Elle est nécessaire parce que tu vois, t'as un fils, tu pourrais tellement passer toutes tes soirées avec lui et ça serait ok. T'es pas obligé de faire ce que tu fais dans la société. Je vais le retrouver là. Mais oui, mais je vais lui raconter son histoire avant de dormir. J'adore, du Roi Lion. Oui, en sur la guerre, c'était hier soir, c'est le Roi Lion. Je pense qu'on va passer à autre chose ce soir, mais ça reviendra demain. Non, mais vraiment, merci pour tout ce que t'incarnes. C'est ultra inspirant, de fou. Et il y a plein de cadeaux là que t'as donné aux personnes qui vont écouter cette interview. Tout est passionnant dans tout. C'est adorable. Et il faut continuer à se marrer aussi. C'est-à-dire que ne pas hésiter, parce que je sais que les gens disent on peut plus rien dire, on n'a plus le droit. On peut continuer à faire des vannes. C'est pas grave. On peut continuer à faire des. Avec tout le monde. Non, mais pas avec tout le monde. Il faut le faire avec bienveillance au fond, mais les jeux de mots, c'est pas, tu vois, dans les entreprises. Attention, Christophe, ça va dévier là. Non, mais dans les entreprises, quand j'interviens, il y a plein de gens qui me disent oui, mais maintenant j'ai peur de. On a le droit d'être maladroit, ça peut arriver. Il faut pas non plus être je parle pour les personnes qui sont hétéros et qui ont peur parfois de se dire je vais dire une bêtise. C'est pas grave, on peut se tromper. On peut être maladroit, on peut faire une mauvaise blague. À partir du moment où l'autre vous dit, là, ce coup-ci, c'était pas très drôle, ça m'a pas trop fait marrer, essaye de plus recommencer, etc. C'est pas grave. Et il n'y a pas de question maladroite. On peut être un peu malade si on le fait à chaque fois et que c'est malveillant, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de mal. Il faut décrisper. C'est ça aussi que j'ai envie de dire. C'est hyper important ces messages-là, parce que il faut pas que les gens se sentent dépossédés de quelque chose ou qui se disent je suis un peu paralysé maintenant et du coup tu vois qui osent pas aller vers l'autre et qu'on se retrouve dans une espèce de société où les hétéros vont rester entre eux parce qu'ils ont trop peur d'être maladroits, que les noirs vont rester entre eux, que les métis vont rester entre eux, que les lesbiennes vont rester entre elles, que les garçons homos vont rester. Moi c'est pas du tout la société que je prône et que je veux, au contraire. Donc c'est pas grave d'être maladroit, il faut avancer ensemble, poser des questions, essayer de se comprendre, de se mettre dans la peau de l'autre, et pas tout le temps être dans le reproche. En fait, c'est juste ça que j'essaye c'est en ça que j'essaye d'être positif pour tout le monde. Alors, c'est pas forcément évident, mais tout le monde est pas forcément fait pour s'entendre. Mais je trouve ça tellement plus agréable d'imaginer qu'on puisse être ensemble. Moi, d'imaginer que dans des gay pride, on sépare les gens par catégorie en disant tiens, il faut que les handicapés soient à part, il faut que les noirs soient à part, il faut que moi ça me fait chier. C'est pas du tout dans cette optique-là que j'ai envie qu'on avance dans la société, qu'on puisse être de temps en temps ensemble entre nous pour des problématiques qu'on a envie d'évoquer, ok, mais quand il y a des choses aussi positives qu'une Pride par exemple, je trouve ça triste de pas être ensemble, d'être ensemble mais séparément chacun dans notre truc. C'est pas comme ça que j'envisage la société. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut qu'elle avance. Voilà. Donc j'espère que on va réussir à être tous ensemble, quoi, vraiment. Bien sûr, mais la liberté d'expression est hyper importante, bien sûr, de se sentir à l'aise pour parler et pas tout le temps dans la peur. Après, c'est vrai que ça c'est un sujet complexe parce que il y a des gens qui oseront pas forcément te dire quand justement tu dépasses les limites. Je suis d'accord. Donc, je pense que c'est aussi important de s'éduquer pour savoir exactement là où on dépasse une limite de manque de respect. Typiquement, tu vois, c'est un no-go d'aller demander à une personne trans t'as quoi entre les jambes ou alors qui fait l'homme ou la femme. Bien sûr. Et là, tu peux te dire c'est
un icebreaker, c'est pas Non, mais méchant, tout ça. T'as peut-être quelqu'un à côté qui n'osera pas te dire que ça qui va subir. C'est pour ça que de ne pas avoir peur de mal faire, oui, mais faire quand même attention à ce qu'on dit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends complètement. Mais ça dépend. Moi, je suis bien placé pour le savoir par rapport à des questions qu'on a pu me poser avec Valentin, par exemple. Ouais. Il y a des gens qui m'ont demandé, des gens sans aucune malveillance, qui me demandaient, et c'est un des chapitres que je mets dans mon livre, mais c'est qui le vrai père? Et là, du coup, quand on me dit ça, ça laisse entendre que l'autre est un faux père. Ouais. Et du coup, j'explique comme ça. Je leur dis, justement, c'est quelque chose sur lequel on a décidé de pas communiquer avec Ghislain. Mais en fait, certains c'était même des proches, tu vois. Et tu peux être malade. Mais une fois que j'ai expliqué, on dit ah ouais putain j'ai été con. Et c'est pas grave. C'est pas forcément grave, je veux dire, dès lors que il n'y a pas quelque chose de malveillant derrière. Et là, j'ai expliqué, j'ai dit, tu te rends compte que cette formulation laisse entendre que du coup, un des deux est dépossédé en fait de son rôle de père. Donc, l'idée, c'est que c'est un projet parental pour nous deux dès le début, qu'il y en a un qui est le géniteur et que l'autre est le père. Mais des raisons médicales. Exactement. Et l'idée, c'est que un papa, c'est celui qui va raconter justement des histoires à son enfant le soir, qui va lui sécher ses larmes. C'est pas une goutte de sperme, un papa. Comme j'explique, et parfois c'est mal perçu ou mal compris, que une maman, ça n'est pas un ovocyte ou Whitney qui l'a porté, bah ça n'en fait pas sa mère. Ça n'est pas la maman de Valentin. C'est une femme extraordinaire qui nous a aidés et qui a porté Valentin. Mais il n'y a pas de parentalité dans ce projet-là, et c'est intégré pour elle. Elle est pas en souffrance. C'est pas elle ne dit pas je suis sa maman et je l'ai abandonnée. C'est pas ça du tout. C'est je suis une femme qui a fait un don de soi incroyable pour que eux deux soient parents. Et les parents ils existent. Bien sûr. Mais c'est d'essayer, et c'est ça qui est compliqué, de décorréler la parentalité du génétique. Dans la tête des gens, c'est compliqué. Ouais. Dans la plupart des cas, effectivement, c'est comme ça. C'est le papa, la maman qui sont les parents génétiques. Puis il y a les enfants adoptés où les parents ne sont pas des parents génétiques, mais ce sont les parents à part entière. Et puis il y a notre cas, le cas de la PMA ou le cas de la GPA, où en l'occurrence le donneur de sperme n'est pas le papa. Cet enfant aura deux parents, en l'occurrence deux mamans, ou une seule maman si jamais c'est une PMA solo. Et dans notre cas, notre petit garçon, il a ses deux parents, ce sont ses deux papas depuis le début. Et voilà, mais c'est de la pédagogie. Bien sûr. Donc l'intérêt, c'est de faire de la pédagogie. Moi, je trouve ça formidable ce qui s'est fait depuis des années, notamment par exemple sur les blackface. Moi, il y a 10-15 ans, j'en avais pas du tout entendu parler, je savais pas ce que c'était, et j'aurais peut-être pas vu. En l'occurrence, j'en ai jamais fait, mais j'aurais peut-être pas compris. Le mal que ça pouvait faire. Et puis, il y a eu des scandales, on en a parlé, là, je me dis, mais que je suis con. Ouais. Pourquoi évidemment, là, une couleur de peau n'est pas un déguisement. Qu'est-ce que c'est irrespectueux? Mais sur le coup, on me l'avait pas expliqué, j'avais pas compris. Je m'étais jamais posé cette question. Oui, parce que tu te poses pas en te disant, c'est quoi cette situation? C'est pour ça, d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. C'est toujours ça. Alors, exactement. Et si jamais je l'avais fait il y a 15 ans ou 20 ans avant que j'en entende parler, je l'aurais pas fait consciemment, j'aurais pas commis un acte raciste conscient. Avec le recul, je me dis oh putain, ça aurait été une énorme connerie. Bon, heureusement j'avais pas fait. Aujourd'hui, je serais évidemment incapable de le faire parce que j'ai compris. T'as été éduqué. Et il faut s'éduquer, et c'est pas grave d'être ignorant. Simplement, il faut avoir envie d'apprendre, avoir envie de savoir. J'en ai beaucoup parlé avec Rokhaya Diallo sur différents. Je l'adore, je vais l'interviewer. Elle est super, elle est super. Bah, tu l'embrasseras de ma part, elle est super, Rokhaya. On s'était retrouvés sur un truc, sur un débat sur les chaussons de danse, par exemple. C'est hyper intéressant cette histoire que les danseuses black, il y a pas de chaussons de danse qui ont des couleurs, des carnations noires où il y en avait pas. Il commençait à en avoir. Et pendant des années, les danseuses noires de ballet elles teignaient leurs chaussures, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais pas perçu quand les petits chaussons de danse étaient roses, c'est pour donner l'impression que c'est la continuité du pied, donc c'est à peu près de la même couleur que la couleur de la peau. Sauf qu'évidemment, ça marche pas quand t'as une couleur de peau noire ou foncée. Et pendant des années,
c'était pas fabriqué parce qu'on disait ça sert à rien. Les tutus c'est rose et les chaussons de danse c'est rose. Et j'avais pas du tout percuté ce truc-là. Et au moment où c'est sorti, j'avais fait une chronique sur LCI, j'avais interviewé Rokhaya à ce moment-là. Il y avait une danseuse qui avait témoigné en montrant les vidéos où elle teignait ses chaussons de danse. Et puis t'avais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'est-ce qu'on nous fait chier avec ces faux problèmes. Ben non, c'est pas un faux problème parce que il suffit simplement qu'il y ait des chaussons de la bonne couleur et le problème ne se pose plus. Elle a plus besoin d'avoir l'impression d'acheter des trucs et de devoir teindre et de machin, etc. Il y avait le même problème avec les pansements, mais par exemple. Il y a toujours qu'il y a des faux débats, que on s'attarde sur des détails. C'est pas des détails. C'est pas tant des détails. C'est ça. Il faut simplement réussir à se mettre dans la peau de l'autre et à comprendre. Voilà, c'est tout. Et effectivement, quand t'es à la base comme quand t'es homo, t'es minoritaire dans une société d'hétéros, tu es peut-être plus à même de comprendre ce que c'est que d'être minoritaire noir dans une société de blancs, par exemple. Tu peux peut-être un peu plus te mettre dans la peau, ça marche pas toujours, mais tu peux peut-être un peu plus te mettre dans cette peau-là, quoi. Hyper inspirant. Je suis trop bavard, coupé, c'est trop long. Non, mais je retiens nécessité de beaucoup d'éducation. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va dans la bonne direction. Mais j'en suis sûr, j'en suis convaincu. J'adore. Mon Christophe, ça s'appelle Check le Média. Merci encore pour ce moment incroyable. Ça te va? C'était un check. Et on se fait un check. J'adore ça, c'est le check du pouvoir, ça. Merci pour tout. C'était avec plaisir. Merci Dorit.